Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette deuxième partie avec Dame Lipasco sur la méthode Silva. On continue donc de finir notre partie 1 du dimanche. On n'a plus grand chose à dessus, il y a encore quelque chose, vu que là on a fait 2 lignes sur la vidéo précédente. Donc ça peut finir là d'ici une demi-heure ou ça peut encore durer une semaine. Donc on était sur la notion d'amélioration au travers de la visualisation et on vous avait fait un retour par rapport à l'expérience de Chicago. Il est suggéré d'appliquer ces principes à l'éducation pour la rendre plus efficace et plus courte, permettant aux individus d'être des génies à 14 ans dans un domaine. Donc, je vous rappelle d'utiliser la distorsion de temps pour permettre d'accroître l'apprentissage, la connaissance, etc. Et alors, le génie à 14 ans, je ne sais pas s'il l'a sorti beaucoup après, mais c'était un truc qu'il a initialement, c'était sa volonté. N'oubliez pas, hein, il a formé entre 56 et 66 énormément, une vingtaine de jeunes qui étaient des jeunes pour justement en faire des génies, pour en faire à la fois des clairvoyants, mais son idée, c'était que les gens soient plus performants dans le quotidien, dans leur vie, dans la classe. Il avait des enfants aussi, hein, il est malin. Et il avait cette attention-là. Donc, il voulait faire des génies à 14 ans. Et ça, il en parle beaucoup dans ses ouvrages du début. Mais est-ce que, toi, en 88, tu l'entendais encore parler des génies des 14 ans, à 14 ans? Pas tellement des génies. On a souvent, on parle des enfants doués, par exemple. Ouais, mais c'est rare qu'on parle d'un enfant qui est un génie, hein, parce qu'il n'est pas encore vraiment développé. Quand on utilise le mot génie, normalement, on considère que c'est quelqu'un qui est déjà bien développé, qui a pris sa place, qui a accompli des choses. Mais c'est tout. Mais les super doués, oui. Ouais. Mais du coup, ce qui est amusant, c'est que c'est une sémantique, c'est des mots que José n'utilisait plus au bout d'un moment. Et vous voyez à quel point il est intéressant ce séminaire, c'est qu'on voit qu'il a vraiment complètement mis de côté un paquet de concepts, de sémantiques, de verbes et même d'attentes par rapport à son cours. Il a bien cadré ce qu'il pensait qu'allait être possible et ce vers quoi ça pouvait tendre. Et ça, c'est intéressant. La programmation peut commencer dès la conception. Maman et papa, ils sont médiums, vont en alpha avant de concevoir, projetant dans le futur quels problèmes nous devons résoudre dans 50, 20 ans, etc. Puis projettent de prendre le contrôle de la conception. C'est ainsi qu'il est soupçonné que le Christ a été commandé. Ah bah oui, c'est vrai, il fait ses parallèles avec le Christ. Bon, globalement, aujourd'hui, c'est pas ce qu'il dit. On le retrouve en hypnobirthing. Alors, pas quoique, tu me diras. Quand on aide des personnes à avoir des enfants, c'est vrai qu'on leur fait faire un travail de qu'est-ce que tu aimerais. Déjà, qu'est-ce que tu aimerais, comment tu vois tout ça, vois la vie en toi, et pour des personnes qui ont des problèmes. Et quand on les suit en hypnose, je ne sais pas si toi tu l'as fait souvent, moi je l'ai fait pendant une période beaucoup, là, depuis quelques années moins, mais j'ai eu une période où en fait je pense que l'hypnose avait aidé des futures mamans à débloquer quelque chose. Et en fait, mon nom, il avait dû tourner dans un groupe de dames qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et du coup, on avait eu plein pendant une certaine période parce que elles avaient des enfants après, donc elles en parlaient, donc du coup, elles venaient. Et dans le travail, on faisait beaucoup de travail, donc en alpha ou en θ, de visualisation déjà de la possibilité d'avoir un enfant, puis a posteriori, alors pas forcément pour préparer ce qu'on appelle l'hypnobirthing, l'accouchement, mais pour le moment de pas de la maternité, mais de la conception et du moment où la mère est enceinte. Moi, je les recevais souvent avec l'enfant va être en bonne santé, dans les années à venir, ce sera un enfant ouvert, content, à la fois qui vous écoute, mais qui s'ouvre sur plein de choses, qui va réussir son quotidien. Et les parents, la mère en l'occurrence, beaucoup, visualiser / programmer pour l'enfant à venir, sa bonne santé, son ouverture d'esprit, son intelligence, son bien-être, sa réussite, etc. etc. Tu l'as fait, toi, beaucoup, ça, ou pas? C'est après la conception.
Oui, mais moi, j'avais souvent les personnes qui n'avaient pas au départ, qui n'arrivaient pas à l'avoir, et je faisais déjà visualiser, bah, tu imagines que tu vas l'avoir, ton enfant. Tu vois, en fait, je les projetais déjà dans la conception n'est pas le problème. Parce que là, on trouve ça, ou bien aujourd'hui, uniquement dans un petit livre de Laura Silva, qui est Méthode Silva for Parents. Tu connais? Oui, tout à fait. Oui. Et là, elle dit exactement ce que José vient de dire, justement, que si tu veux concevoir, tu demandes d'abord en alpha, effectivement, quel type de personne sera utile pour l'humanité, pour la planète, etc. Et tu visualises ça. Et justement, c'est un excellent petit livre, mais on trouve ça, franchement, nulle part ailleurs. En Silva, ça, c'est un peu unique aujourd'hui. Mais c'est intéressant qu'il en parlait déjà en 72. Ouais. Et t'imagines aujourd'hui, vu le nombre de problèmes qu'ont les futurs parents à avoir des enfants, pour plein de choses, hein, la chimie, le fait que parfois, maintenant en Europe, on a plus tard les enfants, etc. Cette notion de travailler en amont et de se donner la possibilité déjà d'imaginer l'enfant, c'est quelque chose de super intéressant et qui peut aider et débloquer beaucoup de personnes. Parce qu'il y a eu moi j'ai eu beaucoup de personnes où personne ne comprenait pourquoi ils avaient pas d'enfants, il n'y avait pas de problème ni du père ni de la mère. Et tu sens que c'était un problème psycho, quelque chose qu'ils n'acceptaient pas, qu'ils ne projetaient pas, etc. Bah, tu sais, pour que, après 1 ou 2 séances d'hypnose, d'un coup, il t'envoie un SMS et dit ah, bah, je suis enceinte. Tu dis ouais, on sent que c'était quoi, tu vois, c'était vraiment dans la tête. Et le fait de pouvoir s'imaginer, voir l'enfant et se voir parent, parce qu'il y a ça aussi, hein. Il y a des moments où tu t'aperçois qu'il y a des parents qui veulent être parents, et en même temps, se voir parent leur pose problème. Pas toujours simple, hein, donc ça peut être très bloquant. Je rappelle plus son nom, mais il y a une dame que j'ai connue à la National Guild qui faisait que ça en hypnose. Elle était spécialiste pour aider les femmes à concevoir. Et elle avait beaucoup de réussite. Génial, et un très bon exemple de ça, c'est pendant qu'on veut tellement un enfant, on est tellement tendu qu'on se bloque. Et l'exemple classique, c'est les femmes qui ont essayé depuis des années, finalement, ils abandonnent, ils adoptent un enfant, et quelques mois après, ils sont enceintes parce qu'il n'y a plus cette tension. C'est classique. Ouais, ça, c'est un gros classique. Ouais, c'est étonnant. Après, c'est là où tu te dis, des petits travaux en auto-hypnose, en alpha, pour juste dire, détends-toi, relâche-toi, et puis fais l'amour pour faire l'amour, et pas fais l'amour pour simplement concevoir. Tu vois, il y a quelque chose derrière qui est quand même assez important. Choix et niveau de conscience. Le concept de choix est exploré en relation avec les niveaux de conscience. La décision est idéalement prise au niveau alpha, où l'esprit fonctionnera le plus facilement, le mieux. Un intervenant partage sa méthode personnelle pour faire des choix, donc c'est quelqu'un dans le public. Aller au niveau alpha, consulter ses conseillers, et ensuite vérifier la logique au niveau bêta. Parfois, ils me disent que je pose la mauvaise question, et ils me donnent une réponse complètement différente de tout ce à quoi j'avais pensé. Ça, c'est un excellent moyen de faire. Et j'aime particulièrement la notion de se dire, on revient en bêta pour voir si je ne suis pas parti complètement en cacahuète. Parce qu'il y a des moments, notre subconscient, il est très cool, il nous donne plein d'infos, mais tu dis, ouais, non, mais dans l'absolu, je suis d'accord avec toi, mais comment tu veux que je fasse ça, tu vois, il faut du concret au bout d'un moment. Donc, oui, non, mais crois en ça et t'inquiète. Non, oui, mais concrètement, je fais quoi? Je mets quoi en place? La notion d'attente positive qu'on a dans la méthode, pensez bien, c'est action positive. C'est action et attente des actions qu'on va mettre. C'est pas juste je me pose et j'attends que ça arrive. Du coup, il y a des moments, il est possible que votre subconscient, votre niveau alpha, vos conseillers vous donnent des. Bah, à la limite, tu es sur un jeu de découverte où tu dis, ouais, tu pourrais pas être plus clair. D'ailleurs, c'est pour ça que Freud, que Jung et tout ça, ils avaient tenté de comprendre le langage du subconscient en France. On avait Lacan, qui était c'était son délire à lui, où il disait, bah, il y a un vocabulaire. Le subconscient a un vocabulaire. D'ailleurs, pas besoin de remonter il y a assez peu de temps. L'école de Nancy, c'est ce qu'ils avaient en tête. Liebold et Bernheim, c'est ce qu'ils nous disaient. Ils nous disaient,
il y a une façon de parler au subconscient et le subconscient a une façon de nous parler. Donc, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte, mais il y a des moments, notre subconscient, il nous raconte des trucs qu'on ne comprend pas. C'est métaphorique, c'est une image. Et la méthode Silva, je trouve que là-dessus, vu qu'on peut faire un dialogue avec les conseillers, par thérapie, pour les plus hypnos d'entre vous, ça peut nous permettre de nous dire, attends, explique-moi, sois plus clair, donne-moi des exemples. Et vous allez vous rendre compte que au travers de ça, ce qui semblait un peu métaphorique peut redevenir quelque chose de très pratique et utile pour vous. Et du coup, en bêta, c'est là où vous allez pouvoir vous dire, OK, ça je peux faire, ça je le fais, point. Juste petit commentaire personnel, mon subconscient adore les jeux de mots. Ah ouais? Une multiple fois de réponse dans un jeu de mots. C'est dur ça, c'est dur. C'est dur parce que c'est marrant, mais il y a des moments tu dis, non, mais c'est compliqué ce que tu me fais faire là. En plus, il y a des moments on le répète et on ne comprend pas. Et c'est d'un moment on ralentit, on se dit, non, tu joues comme ça. Le subconscient, non mais il est drôle. Il y a vraiment des moments, on a l'impression qu'on est en train de se défier soi-même. C'est un dialogue, mais non, mais tu as des codes à trouver avant. C'est un jeu. C'est un jeu entre toi et toi-même. Oui, mais l'exemple classique, c'est quand j'ai demandé un signe et pour la première fois de ma vie, j'ai vu un signe qui descendait la rivière. J'ai raconté ça déjà, mais c'était ça, juste un exemple évident de comment mon subconscient me joue justement avec des mots. Il aime bien ça. Toi, plus précise. Bon, un signe, tu as ton signe, d'accord, mais c'est un signe, oui, c'est le signe. Ouais, voilà. Non, mais au moins, il est drôle. Au moins, il s'amuse bien. Oui. Oh oui, toujours. Donc, ouais, je trouve que la remarque de la personne est vraiment chouette. Avenir de la pratique et reconnaissance. L'organisation aspire à ce que ces méthodes soient reconnues. L'objectif n'est pas de créer des docteurs universels, mais que les individus appliquent ces principes dans leur propre domaine d'expertise. Et on revient au moment où il y a le docteur qui bosse pour découvrir un remède pour certains cancers avec les rats, etc., et où là, pour lui, le fait que tu sois plus intuitif et que tu puisses éventuellement créer des réalités où il se passe des choses, ça peut être utile pour l'évolution, sachant que José, c'est vraiment son état d'esprit. Le médecin fait son travail avec le contrôle mental, l'éducateur fait son travail avec le contrôle mental, la personne religieuse fait son travail avec le contrôle mental. Mais nous ne voulons pas être tout à la fois. Ils envisagent la possibilité de répéter des événements comme la conception du Christ et d'utiliser la dimension alpha et theta à des fins éducatives. Donc là, on a la fin de la première partie du dimanche. On va aller sur la deuxième partie du dimanche, qui est là. Donc, là, il commence par... Celui-ci, ouais, c'est ça. Alors, reprendre le début. Moi, je vais lire tout. Donc, le document synthétise les thèmes centraux d'un exposé du contrôle mental, une méthode visant à utiliser. Bon, ça, on sait. Okay. Le potentiel des dimensions alpha et theta. Un inconscient collectif. La pierre angulaire de la méthode est l'utilisation des états de conscience alpha et theta. Contrairement à l'état bêta, où l'individu est perçu comme une entité isolée, l'état alpha est décrit comme une dimension où nous sommes un parmi 4 milliards connectés en un seul. Bon, maintenant, on est 8 milliards. Communication subjective. Cette dimension connectée est comparée à des concepts tels que l'inconscient collectif de Jung ou l'esprit divin. On va s'arrêter un peu là-dessus. Tu as souvent entendu José inclure du Jung dans ses réflexions? Pas souvent, mais je sais qu'il a beaucoup lu, que quelquefois il ne mentionne pas, mais il a absorbé. Et même des trucs assez rares, justement, on mentionne ou on pose, il dit oui, je l'ai dans mon bibliothèque, je l'ai vu, etc. Donc, il était très bien self-educated. Oui, ça c'est un des gros plus. Hein. Donc, c'est intéressant quand même qu'il
qui mettent la communication subjective, et ça explique pourquoi il y a justement la communication subjective, parce que d'un coup, c'est pas moi en tant qu'individu, c'est moi connecté à un réseau. En gros, pour lui, la communication subjective, c'est Internet. Hein. Et vous envoyez des mails à d'autres personnes hein, dans votre monde subjectif. Et donc, prendre ce que Jung avait proposé avec l'inconscient collectif est quelque chose d'intéressant. Il dit bien sûr aussi l'esprit divin. Alors, l'esprit divin, pour lui, doit être une unité, doit être le 1, j'imagine. Divin. Ah, divin, pardon, oui. Donc, elle permet une communication subjective et un accès aux informations partagées par l'humanité. Ouais, c'est intéressant. Lui, tu vois, moi, la communication subjective, je la vois moins grande que lui. Lui, il a vraiment une perception très, très ouverte de la communication subjective. Tu sais, ça me fait penser aux personnes qui sont dans la croyance et l'étude de ce qu'ils appellent les archives akashiques. Ça te parle, les archives akashiques? Ah oui, oui. Où c'est un peu pareil, où ils vont dire, tiens, on peut aller demander, on peut avoir de l'information sur une espèce de... Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait appelé ça la nous, tu sais, la N-O-O-S, espèce de... Teilhard de Chardin. Ah oui, exactement. Donc cette espèce de... On est bien dans ce subconscient, inconscient collectif, on est dans les champs morphogéniques, on est dans tous ces trucs-là, des drôles, etc., on en parlait, et c'est... Bon, il y aurait une espèce de monde inaccessible, on pourrait reprendre, on vous en a déjà parlé, hein, mais on pourrait reprendre le monde, les mondes intermédiaires qu'on retrouve dans le chamanisme de différentes civilisations, il y a différents mondes, et en gros, être en alpha, c'est la porte d'entrée A. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant parce que je rappelle souvent, quand je parle de José et que je dis, tiens, c'est un des rares à avoir fait telle ou telle chose, c'est un des rares à avoir fait ça dans le monde occidental. Oui. Bien sûr que dans le monde oriental, ils ont une utilisation, une perception des choses qui est assez différente. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a créé un système très occidental, avec des croyances chrétiennes déjà, même si on pourrait dire que le christianisme est plutôt un orientalisme sur certains aspects, mais ça a tellement été repris par le Vatican, puis après toute l'histoire du christianisme, au bout du compte, est né peut-être au Moyen-Orient et s'est développé avec Rome et tout ce qu'il y a eu autour de ça. Donc on peut dire que c'est occidental. Et José, il a développé un système qui n'est pas du yoga, alors on pourrait dire, il a étudié un peu d'hermétisme, mais on sait que dans l'hermétisme, que ce soit les rosicruciens, que ce soit les maçons, que ce soit différentes obédiences, il y a des choses avec la visualisation, avec les connexions symboliques, avec plein de choses comme ça. C'est très intéressant, les égrégores et co. Mais il a créé un système de méditation occidentale. Tu vois, on devrait dire une méditation occidentale dynamique. Un truc qui est quand même plus associé à nous, nos valeurs, nos croyances et nos façons de fonctionner, que aller, je sais pas, te mettre en connexion avec une entité bouddhique du champ des Bouddhas tibétains ou des Bouddhas divers, des diverses réincarnations où tu vas trouver quelque chose. C'est pas, on n'a pas la même culture. Et je trouve que c'est intéressant. Là, il prend en l'occurrence Esprit Divin et Carl Jung comme point de référence sur ce qui est la communication subjective. Ça reste des éléments occidentaux. C'est-à-dire, c'est vraiment des trucs qu'à peu près tout l'Occident, qu'importe qu'on soit pieux ou pas, comprend. Jung, qu'on y adhère ou pas, on en a entendu parler. On sait, il y a plein de mots qu'on utilise, plein de logiques qu'on utilise qui sont jungiennes et sont intégrées dans nos cultures. Du coup, cette notion de se dire, tiens, lui, il a développé un cheminement à se dire, j'ai une porte d'entrée qui est le niveau alpha. Et le niveau alpha, il n'est pas simplement un niveau, c'est pas juste un exercice de relaxation, méditation et autres. C'est une porte d'entrée à des potentiels. Clairvoyance, etc., etc. Faire des cas ou autre. C'est intéressant, c'est vraiment se dire, parce que vous êtes en alpha, vous ouvrez un champ de possibilités. Et pas simplement, c'est utile pour que je dorme bien, c'est utile pour telle chose. Non, c'est vraiment une porte où vous l'orientez comme vous avez envie. Avec, bien sûr, vos croyances, après avec vos expériences, vos points de référence, etc. Et c'est en gros le monde au niveau de communication subjective ne se limite qu'à ce que vous êtes prêt à limiter dans le rapport à la communication subjective et à la croyance que vous avez au travers de ça. Comment toi tu le définis pour toi
ta manière à toi, très perso. Alors, je ne parle pas à l'instructrice, je parle vraiment à toi, Lee. Qu'est-ce que c'est la communication subjective? Qu'est-ce que tu mets dans ce monde? Moi, c'est pas si grand que ça, hein, mais peut-être que toi, c'est énorme et immense et avec plein de potentiel. Comment tu le en fait, c'est vrai que pour moi, c'est plutôt individuel. Justement, je veux résoudre un conflit ou fixer une mauvaise compréhension avec une certaine personne. J'ai commencé comme ça. Ma première communication subjective, c'était pour résoudre un conflit et les résultats étaient assez surprenants. Mais c'est vrai aussi qu'il y a certains systèmes de communication subjective, broadcasting par exemple, où on demande à se réveiller au moment quand le plus grand nombre de personnes qui sont intéressés par un certain sujet sont disponibles. Alors là, c'est beaucoup plus ouvert, quoi. Mais il y a aussi, bien sûr, communication subjective. Normalement, on veut transférer une information à une ou plusieurs personnes. Mais il y a un autre concept, justement, quand on parle de ce champ, cette matrice, ce noosphère, cette champ d'énergie, etc. Là, je trouve que c'est... Bon, alors c'est vrai que j'utilise ça en tant qu'instructrice, mais c'est la notion de partie... En bêta, on est comme des îles individuelles et en alpha, on va plus profondément, métaphore, dans notion, et puis on trouve que tout est connecté. Mais moi, j'utilise ça plutôt pour expliquer aux gens que nous pouvons quand même faire des connexions avec d'autres personnes qu'on ne peut pas faire à niveau bêta. À niveau bêta, on est trop dans la défense de l'ego et tout ça. Mais personnellement, communication subjective, c'est quand je veux vraiment toucher quelqu'un à un niveau au-delà de leur personnalité, si tu veux, mais à leur être profond. Et moi, j'adore ça. Et j'utilise pour beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et je propose aussi beaucoup à des gens qui utilisent Silva qui ne pensent pas à la communication subjective quand même. Oui. Alors, il y a un élément que j'ai trouvé que peut-être on n'a pas beaucoup parlé. Alors, je sais plus, je sais qu'on en a parlé, je sais plus quand. C'est le broadcasting. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent quoi. Il y a un concept qui est intéressant chez José, et je ne sais pas où est-ce qu'on en parle, tu me diras. C'est justement ce qu'a dit Lee. Il y a des moments où vous avez besoin, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, l'exemple qui me venait, c'est j'ai besoin d'un boulot, j'ai besoin d'aide sur tel truc. Et c'est se réveiller en pleine nuit, au moment où potentiellement les gens sont les plus réceptifs, hein, on revient toujours sur ce mode de croyance, et lancer son message. Mais c'est un message ouvert, c'est un petit peu comme si vous étiez sur vos réseaux sociaux et que sur les réseaux sociaux, vous mettez @all, tu vois, tout le monde. Tout est contact, tu mets dedans. Ils recevront ou pas la notification, j'en sais rien, mais il y en a, ils vont recevoir la notification, il y en a, ils vont ouvrir, il y en a, ils vont laisser de côté, il y en a, ils vont même pas faire attention. Et ça part d'un postulat de se dire, alors là, on pourrait aller sur les plus religieux d'entre vous, c'est comme si vous étiez en train de dire, vous donnez à la source, à Dieu, à qu'importe votre entité, l'info et dit, bon, s'il te plaît, tu rediffuses ça, parce que moi, là, tout de suite, j'ai pas d'infos et j'aimerais que quelqu'un puisse me venir en aide, me donner une information, me donner un signe. Bon, ce coup-ci, plus qu'un signe, hein, parce que si c'est un truc qui s'envole, ça va pas être gagné. Me donner quelque chose qui puisse me permettre. Et je trouve que cette notion-là, elle est intéressante. Et je conseille vraiment aux gens de le tester parce que c'est assez amusant de se dire, tiens, en fait, je demande et je vois ce qui se passe. Et là du coup, tu sais pas où, quand, comment, pourquoi. Et tu vas avoir parfois un appel le lendemain ou le surlendemain de quelqu'un qui dit, ouais, je pensais à toi, et tu apprends, ouais, tu deviens quoi? Je deviens ça. Justement, tiens, ça m'intéresse parce que j'ai un problème là-dessus. Est-ce que tu pourrais m'aider? Et ça, c'est assez rigolo à vivre pour ceux qui l'ont vécu régulièrement. Où est-ce qu'on le voit, broadcasting? C'est dans quel cours, ça? C'est dans le cours ultra. Et je sais que ça dépend qui le donne aussi. Parce que Laszlo Domjan a donné un super cours ultra, mais à ma connaissance, il n'a pas parlé de broadcasting, mais je le rappelle très, très bien avec José. Hein. Et je rappelle aussi, parce que lui a dit, mais tu peux utiliser ça en business. Justement, tu peux faire une publicité subjective
active, quoi. Mais justement, c'est pas tricher, justement, c'est parce que tu vas attirer les gens qui ont besoin de ton produit ou ton service. Donc, c'est le mieux pour tout le monde concerné. Mais je rappelle, il y avait plusieurs gens qui étaient choqués avec l'idée qu'on pourrait utiliser Sylva pour faire une publicité, quoi, pour un produit. En gros, c'est vous poser ça dans son cours ultra. C'est du Google Ad, du Facebook Ad et du YouTube Ad, mais en alpha, version Sylva. Ouais. Et ouais, ça y est, tu as raison. On l'avait vu quand on avait étudié le manuel de Sylva et Business. Et c'est vrai qu'il en parle dans Sylva et Business. Et je trouve vraiment que c'est bien. Alors là, on parle dans le business, mais de façon générale, ça ne va pas, vous ne trouvez pas de solution tout seul, vous avez l'impression d'être enfermé. Alors, je vous dis, ça revient un petit peu aux gens qui prient et qui vont dire j'aimerais que quelque chose puisse bouger et d'un coup, on rencontre une personne ou on a un truc qui se décante. C'est un peu la même chose. C'est faire une annonce et dire voilà. Je dis une annonce. C'est ça. C'est assez chouette comme notion. Allez, on va lire ça et puis après, on se mettra en pause. Le terme éducation est analysé selon l'étymologie latine educare, signifiant faire sortir de l'intérieur. L'objectif n'est pas tant d'introduire des informations que d'extraire ce qui est déjà présent ou ce que d'autres ont déposé dans cette dimension collective. Donc là encore, c'est assez intéressant. Vous voyez, en fait, je trouve que quand on parle de communication subjective, alors, tu vois, moi, c'est communication subjective qui me dérange. Tu me parles de monde subjectif, j'arrive à me faire tout un monde, genre c'est Internet. La communication, pour moi, c'est un truc très spécifique. C'est exactement comme toi. One, tu veux une info, ou tu veux t'excuser, ou tu veux réussir à ce que quelque chose se rabiboche de façon positive. Mais je ne le mets pas dans communication subjective. Je mets ça dans c'est la communication subjective, mais en macro, je mettrais le monde subjectif. Et le monde subjectif, effectivement, je le vois un peu comme cette notion où, même en hypnose, on va l'utiliser, connecte-toi à, je ne sais pas, aux Hellman, qui sont morts maintenant, pour tenter d'avoir une intuition à la Hellman, où tu as un cas qui t'embête, tu n'arrives pas à trouver de solution, et dire, vas-y, j'imagine un dialogue avec eux, qu'est-ce qui se passerait, et dans la nuit, je vais laisser mûrir, et peut-être que j'aurai le lendemain une espèce d'épiphanie à me dire, je vais tenter cette stratégie-là pour aider cette personne-là. Ça, pour moi, ça fait partie du monde subjectif et pas forcément, je ne le mets pas simplement dans la communication. Mais dans l'absolu, c'est un gros réseau Internet où vous avez des bases de données, vous pouvez vous éduquer et vous avez un méga cloud qui est là avec plein de data, plein d'infos. Et en gros, il faut trouver le bon code pour y aller. Il faut avoir la bonne fréquence pour revenir à certains dossiers. Il y a des dossiers privés. Et au fur et à mesure, on prend des datas, des infos et on peut évoluer à ce niveau-là. Ça te parle comme métaphore, Lee? Oui. Oui, le cloud, c'est une très bonne métaphore aujourd'hui. Ouais. À l'époque, évidemment, on n'avait pas ces mêmes métaphores et il devrait parler d'autres choses. Mais oui, effectivement. Mais ça me fait rappeler aussi que Edison, justement, qui avait toutes ces inventions qui étaient supposées être un génie et tout ça, lui, il disait qu'il avait vraiment l'impression qu'il n'avait rien créé lui-même, mais qu'il a capté une idée. Il a dit c'était comme si l'idée était là, mais personne n'avait capté auparavant parce que c'était comme un fruit qui n'était pas encore mûr. Et il disait, moi, j'ai eu la chance d'être perceptible quand les fruits sont devenus mûrs et j'ai pu justement les cueillir. Je trouve que c'est une super métaphore. Hein? Mais quelqu'un d'autre aurait pu trouver le même fruit au même moment parce qu'il y aura plusieurs fruits qui vont mûrir en même temps. Donc, voilà. Et je trouve que, alors ça, c'est un des trucs que je n'arrive pas à expliquer, je ne vois pas trop comment ça se fait. Tu sais, c'est les fameux singes, je crois, du Japon qui avaient commencé à nettoyer la banane ou la pomme, je ne sais plus quoi. Au nord du Japon, la semaine qui suit, alors qu'il n'y a aucun contact, les singes font la même chose et après, ça s'est diffusé. Et tu dis, mais comment c'est quoi? Tu vois, là, moi, je suis bluffé par ce genre de truc-là, à dire, mais il y a une info qui est passée dans le monde animal et tout le monde l'a eu. Et on le dit bien, hein, si tu as une idée, tu es sûr que quelqu'un d'autre sur la planète a la même idée que toi.
Et il y en a plein qui disent « Ah, mais je suis dégoûté, je travaillais sur tel truc » et ils voient que le truc vient d'être lancé par quelqu'un. Dire « Ah, mince, un temps de retard, comment elle a eu cette idée-là » Alors, il y en a, ils vont dire « Ouais… » Ça fait des centaines d'années que personne n'y a pensé. Et tout d'un coup, il y a tellement d'exemples des gens qui déposent un brevet le même jour, le même heure, quelque part sur la planète, et ils n'ont jamais eu de contact. Ah non, c'est vraiment extraordinaire. C'est drôle. Est-ce qu'on est vraiment connecté justement à ces niveaux plus profonds? Je ne sais pas, mais je trouve ça sympa, je trouve ça marrant. Et pour l'instant, on n'arrive pas à vraiment le prouver, mais on a quand même plein d'expériences de personnes. Alors, est-ce que c'est la quantité qui fait que, tu vois? Il y a tellement d'humains maintenant que… Mais après, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on a envie de croire, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de croire, qu'est-ce qu'on expérimente ou pas, et qu'est-ce qu'on valide ou on invalide. C'est toujours la même chose. Très bien, on va s'arrêter là pour cette semaine. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Et une fois de plus, merci Lee. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.